Bonjour tout le monde, bon après-midi. Mon nom est Nadiel Maraldès. Je suis directrice senior pour les questions de nutrition. Je peux croire que nous sommes déjà dans la dernière session de cette formation. Aujourd'hui, on va parler de la résilience, la synergie et les défis. Comme vous le savez, nous avons d'interprétations en français, en anglais, en espagnol, euh, en portugais. Alors, vous cliquez sur le globe, sur votre barre d'outils de Zoom et vous choisissez votre canal. Alors, la dernière session se base sur la résilience des niveaux, les défis, les synergies pour la santé et les bas niveaux de carbone. Et est-ce qu'on peut voir la résilience climatique? Est-ce que l'on peut avoir? On va apprendre à avoir des stratégies intégrées, développées, qui vont amener les mitigations et l'assistance. On va identifier les programmes de formation qui peuvent aider les, euh, les opérations à bateau de carbone et la résilience, et ce que l'on peut avoir pour les chemins, pour les échanges et maximiser les bénéfices entre l'adaptation et la mitigation. La logistique, vous le savez déjà, ce sera une session de 90 minutes. Il y aura une période de questions à la fin et envoyez vos questions dans la boîte de questions-réponses. Et l'enregistrement sera disponible dans 48 heures et que vous pouvez savoir, on vous enverra un courriel pour votre assistance est enregistrée lorsque vous utilisez votre lien personnel de Zoom et le YouTube. Si vous regardez les vidéos dans YouTube, ça ne compte pas comme une bannière. Et il y aura l'examen final. Il y aura 25 questions avec un choix multiple et à développement. Vous allez les recevoir aujourd'hui dans votre courriel, dans WhatsApp. Pas besoin de prendre l'examen aujourd'hui. Vous avez jusqu'au 6 novembre pour finaliser votre examen, mais il n'y a pas de limite de temps. Vous pouvez prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, peu importe. Et vos diapositives n'avancent pas. Non? D'accord. Ça dit que vous avez mis sur pause le partage d'écran. Alors, j'étais ici. Est-ce que c'est correct maintenant? D'accord. Alors, le certificat sera livré d'ici le 7 décembre. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, Maggie, et vérifier votre courriel après cette date et évitez de nous contacter avant si vous avez des questions concernant votre certificat. Contactez Maggie O'Donnell. Alors, voilà. Et si vous avez regardé les sessions en direct et vous avez plus que 70% dans l'examen final, vous aurez le certificat. Et si vous ne l'avez pas fait, joignez-nous dans votre groupe WhatsApp et même quand le cours est terminé, parce qu'on va partager plusieurs initiatives et des rappels concernant le cours. Alors, vous pouvez recevoir cela aussi. Alors, aujourd'hui, nous avons 4 présentateurs. Nous avons commencé avec Judith Harvey. Elle est consultante technique pour l'initiative des hôpitaux intelligents à Sainte-Lucie. Nous allons inclure son bio dans la clavardage. Et je vais vous passer maintenant la parole à Judith. Merci beaucoup, Judith. Bonjour tout le monde. Je vais partager mes diapositives. Est-ce que vous pouvez ajuster votre caméra
pour votre visage, Judith? Oui, merci. D'accord. Alors, je peux commencer maintenant. Alors, c'est un plaisir de vous euh, présenter les hôpitaux intelligents, l'initiative des hôpitaux intelligents. Regardez de la façon intelligente de naviguer avec l'adaptation pour euh, les mitigations des changements climatiques. Les hôpitaux intelligents, l'initiative a mis l'emphase sur la résilience et l'empreinte réduite de carbone et des systèmes de santé pour avoir l'adaptation et les compromis, se concentrer pour améliorer les infrastructures du système de santé pour rencontrer les défis des changements climatiques. Je vais vous référer au site web que vous voyez les outils d'hôpital intelligent pour plus de détails que ce que je vais donner dans cette présentation. Les objectifs de cette session, c'est d'identifier et d'utiliser les synergies au l'avantage maximum. Et il y en a trois en particulier. La présentation va regarder la synergie, l'adaptation et la mitigation des changements climatiques et les stratégies pour gérer ces corridors. Et parfois, il y a des échanges entre la santé et des différentes adaptations. Et cela va être surligné parce que la nature de ce forum, c'est les changements climatiques et Alors, l'adaptation, la mise à jour a aussi des défis et des enjeux spécifiques associés à cela. Alors, pour la mise à jour, alors c'est la réplication des interventions intelligentes, alors plus que ce qui a déjà été fait, déjà utilisé dans les projets pilotes ou de petite échelle. Alors, d'avoir cet échange appliquer le concept des hôpitaux intelligents à l'extérieur du système de santé, par exemple, dans les abris communautaires ou dans les écoles, comme ça a été fait dans les îles britanniques, les îles Vierges britanniques. Augmenter l'étendue des interventions intelligentes pour créer davantage d'adaptation et de mitigation et des initiatives, de même que planifier pour les initiatives pour qu'elles soient en place dès le départ dans les nouvelles installations. Alors, cela a vraiment une grande envergure dans un contexte d'adaptation. Dans un contexte de mobiliser les investissements, c'est critique, et on utilise un outil de soutien économique créé par l'Université internationale de Floride, l'outil REST, et échanger les connaissances, les attitudes et, et les pratiques à l'intérieur des communautés et des facilités de santé. Les thèmes principaux de cette présentation, ce seront les exemples que l'on voit dans les rues, les échanges et comment composer avec les échanges entre l'adaptation et la mitigation. Et cela, thème, euh, alors compose avec la liste suivante, alors qu'on ira dans la présentation, des exemples de ces catégories seront démontrés. Température de l'eau qui augmente, les combats contre les incendies, les questions d'énergie, la durabilité des mesures pour ce qui est du bois et des végétaux, les débris chimiques et la maintenance. Alors, dans chaque cas, l'adaptation versus la mitigation sera considérée parfois aussi, en plus de ces implications de santé qui seront considérées, et c'est très important de faire la différenciation entre les échanges entre l'adaptation et la mitigation
à petite échelle, ce qui souvent survient de même que quand on fait des mises à niveau dans des interventions qui sont plus étendues. Alors, on commence avec un exemple où l'échange entre l'adaptation et la mitigation peut être considéré à petite échelle et à grande échelle. Et ce sera l'exemple initiative. Alors, les branches d'arbres deviennent des missiles pendant un ouragan. Alors, Mélissa en est un bel exemple. Et on voit sur des photos des branches d'arbres à coco. Et c'est un refroidissement passif d'un édifice. C'est le type d'éducation. Des petites branches minces peuvent être considérées des initiatives comme utiliser des plantes de coton. Pensez à l'extérieur de la boîte, que les plantes peuvent être tremblées, qu'elles ne deviennent plus des missiles pendant un ouragan. Une situation gagnante-gagnante, c'est le cas, comme on peut voir les glissières pour avoir un échange et pour voir avec la synergie. Dans le cas de refroidissement efficace, et cela a à voir avec le besoin d'avoir une ventilation maximum naturelle pour qu'elle soit réussie, c'est il y a génératrice disponible qui doit être abritée dans un édifice et ça peut surchauffer si l'édifice n'a pas assez de ventilation. Au même moment, plus de ventilation dans un édifice peut faire en sorte qu'il est plus vulnérable aux ouragans. Pas seulement parce que la pluie peut entrer à l'intérieur et fracasser des vitres, mais aussi parce que la zone des fenêtres doit être protégée de façon très soigneuse pour garder l'édifice sécuritaire. Et ce n'est pas seulement contre des vents d'ouragan à l'extérieur, mais aussi scellé pour rapport l'air frais qui les systèmes de refroidissement ne sont pas capables d'opérer de façon aussi efficace. Alors, c'est un échange. Et souvent, des problèmes ont été trouvés avec des génératrices qui surchauffaient. Alors, nous avons eu cette expérience. L'adaptation pour les températures élevées et beaucoup d'humidité, éviter la moisissure, ça a besoin de ventilation mécanique, des airs climatisés. Cette adaptation requiert l'utilisation de réfrigérants qui souvent sont des gaz à effet de serre et ça ne contribue pas à la mitigation. Pour gérer cet échange, c'est le choix de réfrigérants. C'est très important. L'adaptation aussi pour les besoins de minimiser la chaleur en raison des températures qui s'élèvent, les différences de température et la condensation, parce que la mitigation requiert que ce ne soit pas d'avoir de l'air climatisé pour tout l'édifice et ce n'est pas nécessaire absolument. Mais le contexte de l'air chaud et la croissance de moisissures, les produits chimiques et les peintures antifugales qui peuvent aussi pour prévenir et le traitement des moisissures. C'est un échange à gérer avec les choix des produits chimiques et de l'utilisation de peinture. Quand l'eau, la récolte d'eau combine l'adaptation des changements climatiques et jusqu'à un certain point, c'est une situation, une intervention qui gagne sur toute la ligne. Et ces pompes viennent aussi pour fournir l'eau de pluie des tanks et jusqu'à l'édifice. Les solutions que nous avons trouvées en Guyane, c'était comment de façon commune utiliser avec l'eau de pluie pour remplir, pour alimenter les hôpitaux,
Mais en absence de ce système, il y avait de l'électricité et pour pouvoir pomper l'eau de la pluie avec l'empreinte et pour combattre la sécheresse qui est une des caractéristiques du changement climatique. C'est aussi l'en- l'entrée de l'eau qui, qui endommage dans nos pays avec le drainage de l'eau de pluie. La mitigation demande euh, des paysages qui ont besoin pour l'adaptation du climat et c'est l'adaptation aux grandes quantités d'eau, de pluie et il y a différentes du pavage poreux et aussi la collecte d'eau de pluie peuvent réduire les, l'eau de pluie. Ces exemples préalables montrent où est-ce qu'il y a l'échange entre l'adaptation et la mitigation, même sont importants, même si c'est à une faible échelle l'utilisation des eaux et la contamination de l'eau de pluie. Parce qu'il y a tellement de plusieurs les personnes qui ne sont pas éduquées au changement. Alors, c'est une question de défi pour la santé avec le changement entre l'adaptation et le changement. Et en addition, en plus, il y a sur la question de la décharge de l'eau et de la canalisation. Après l'ouragan, il y a beaucoup de problèmes qui ont été détruits, des réservoirs en plastique. Par exemple, les extincteurs d'incendie doivent être adaptés parce que plusieurs extincteurs d'incendie manuels, il exige il y a aussi d'autres systèmes exigent un système de pompe. Et oui, pour adapter et il y a le risque des incendies, la suppression de systèmes d'incendie et aussi les systèmes solaires hors du réseau qui fournissent de l'énergie d'appui, les produits chimiques qui sont utilisés pour la fabrication des batteries, des panels exigent une manutention euh, euh, prudente. Il y a aussi la situation où les paysages verts réduisent la puissance des panels solaires. Les panels doivent être lavés régulièrement, l'eau doivent être suivies et le changement demande aussi l'utilisation de détergents pour cet usage. Avec renforcement, c'est c'est l'instabilité du réseau électrique. Pour régler ce problème, il y a des réseaux micro-réseaux
c'est d'essayer de mitiger les climatiques avec l'énergie solaire et sans obtenir le réseau, parce que les panels peuvent, comme à Saint-Thomas, nous avons vu ici, de Saint-Thomas, il est important de montrer qu'il y ait un des systèmes de connexion, de réflexion, et il y a des panneaux solaires. Et ça, c'est un changement, un équilibre entre l'adaptation et le changement. Le reflet, et ce sont des défis parce que c'est aussi un échange qui doit être fait. Mais finalement, comment se débarrasser de ce matériau? Le bois, le bois est considéré comme un matériel de soutien qui est hautement recommandé comme mitigation, mais à cause des attaques des insectes et de la pourriture du bois, les troncs de bois doivent être traités, contiennent des chimies. Et là, il y a des espèces la structure qui sont vulnérables aux fortes vents, et cela aussi, il y a le danger des morceaux de bois qui sont projetés contre les fenêtres. Le bois est comme par exemple pour la résistance du, du feu, il faut des éléments qui résistent à l'incendie. Et bien sûr, l'incendie est un danger. Pour l'adaptation, les produits chimiques sont utilisés dans la production d'équipements et de matériaux, par exemple les batteries qui fournissent de l'énergie d'appoint. Les initiatives d'adaptation vont avoir des impacts dans l'environnement, et les déchets qui sont engendrés pendant la fabrication, l'utilisation, la nécessité de couper les arbres de façon régulière, et l'entretien est nécessaire. Et il y a des dangers d'infection et de contamination avec des... Il faut, il faut faire attention avec... mais l'entretien aussi est important pour la santé. Alors, les interventions humaines et pour pouvoir répondre aux phénomènes de la nature et les dangers des changements climatiques. Ce que nous voyons ici à la droite, il y a les phénomènes, et de l'autre côté de la table, mais alors que cela capture l'équilibre entre les feux de forêt et les possibilités d'impact dans les exemples que nous avons donnés. Aussi, il y a l'équilibre entre les, dans, dans la question euh, des toits faits en bois, l'équilibre entre les chutes de pluie qui sont très grands, et le drainage de l'eau d'averse. Et il y a aussi des insectes, et des vecteurs doivent être des vecteurs qui transportent les éléments pathogènes, aussi euh, des paysages verts doivent permettre l'adaptation
pour qu'on arrive à engendrer nécessairement des déchets. Et l'élimination de déchets peut, euh, peuvent brûler, peuvent, cela illustre nous pouvons conclure que la, le renforcement de l'adaptation, des efforts d'adaptation sont faisables, mais doivent être considérés de façon que les objectifs de mitigation. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci d'apporter toutes ces intéressantes et de voir l'équilibre de comment s'adapter avec les facilités, avec cela va être exacerbé et aussi l'empreinte des avec cette question, j'aimerais parler avec le prochain, le docteur Fernando Rementeria, qui parle de la santé sans danger. Merci beaucoup, Fernando, et c'est à vous. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce que je peux utiliser mon écran? Merci, merci beaucoup pour cette présentation sur la santé. Comme je représente spécifiquement le travail dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes, je vais faire ma présentation en espagnol. Alors, parfait. Alors, après cette introduction, après cette introduction, j'aimerais vous dire quelque chose sur le travail que nous avons fait en santé sans danger. Nous avons travaillé avec des systèmes de santé, avec des installations et aussi en Amérique latine et dans les Caraïbes. Nous nous sommes concentrés sur l'adaptation au climat pour réduire la vulnérabilité dans la santé, dans le secteur de la santé, et aussi c'est la mitigation pour la décarbonisation dans les installations de santé. Aussi, je comprends que la crise est liée avec l'utilisation de plastique, des matières plastiques, et qui ont il y a la question d'enlever les déchets en plastique. Alors, nous, alors notre système de santé sans dommage, nous avons un réseau d'hôpitaux où la santé, les hôpitaux de santé sont de façon très intéressante, sont partie de ce réseau et qu'on puisse apprendre pour les autres installations où on peut étudier ce qui se passe sur l'écran. Nous pouvons voir les différentes régions où on peut voir avec les hôpitaux et avec la santé sans risque, avec les techniques pour l'adaptation et la renforcement pour que les hôpitaux puissent avancer dans la résilience. Dans ces processus, il y a plusieurs possibilités. À l'intérieur des actions climatiques, alors, quand on parle de plan d'action climatique, nous avons un guide pour les hôpitaux verts et santé. Et nous devons inclure tout cela, des adaptations dans les actions climatiques. Et cela inclut le leadership et aussi gérer
les substances comme les produits chimiques, aussi l'énergie à l'intérieur des hôpitaux, l'eau, les déchets et les composantes dans ce guide que nous suggérons peut être adressée par la lentille d'atténuation et d'adaptation, ce que l'on va partager avec l'organisation, vu ce qui se fait dans la question de l'adaptation et de l'atténuation. Les centres de santé implantent des actions d'atténuation et d'adaptation, c'est vrai, mais quand ils arrivent pour produire ces actions, ils ne font pas cela nécessairement de façon connectée. Ils font ça séparément. Et ça veut dire que les gens doivent travailler deux fois plus fort où ces actions ne céderont pas le droit, les bons bénéfices pour l'implantation dans les hôpitaux. Nous avons aussi identifié que plusieurs actions déjà implantées ont permis des bénéfices d'adaptation, mais pas identifiés comme tels dans les processus d'atténuation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la capacité qui est nécessairement et qui n'ont pas été analysés en termes de cette liste d'atténuation. Mais c'est de s'adresser et de se concerner de cet enjeu. Je vais y revenir et de voir pour voir les gestes d'action climatique. Les hôpitaux n'ont pas nécessairement la capacité de le faire. Ça veut dire que peut-être que la durabilité ou les départements de santé peut être très petit. Peut-être qu'il manque les ressources techniques ou financières pour faire les deux. Un autre point important, c'est que nous avons encore une opportunité d'inclure différentes professions de santé quand il s'agit d'actions climatées, des adaptations et de l'atténuation de changement climatique. On doit le faire. C'est un défi. On doit les impliquer de façon plus active dans les plans de changement climatique. Exemple, pour l'adaptation et l'atténuation des hôpitaux et des de santé peuvent avoir un cadre stratégique qui énonce clairement ce qu'ils vont faire et ils doivent avoir de la durabilité, des objectifs et d'avoir de leadership pour implanter des actions d'atténuation et d'adaptation, des partenariats nationaux et peut-être les amener, peut-être qu'ils travaillent avec d'autres stations, d'autres organismes qui leur permettent d'atteindre leur but, parce que cela renforce leurs activités futures. Et ça devrait être aussi connecté avec des buts d'environnement. Et c'est essentiel pour avoir le soutien des autorités supérieures quand il s'agit d'adaptation climatique et des efforts d'atténuation aussi. Les analyses basées pour l'adaptation et l'atténuation, c'est le fondement et qui va nous permettre d'implanter des actions climatiques concentrées sur des bénéfices futurs. Et c'est là on peut voir l'analyse des vulnérabilités climatiques. Ce sont des objectifs qui vont des édifices, mais pas seulement cela. Ça concentre aussi sur les risques à l'intérieur des communautés où l'hôpital et les hôpitaux sont localisés. Et quelles seront les lignes d'urgence euh, et par exemple, les glissements de terrain qui sont possibles. Et on doit penser au-delà de nos hôpitaux pour avoir cette analyse. Pour régler l'atténuation, cela veut dire de se concentrer pour avoir un accès à notre empreinte carbone. Et pour cela, pour des années, on calculé notre empreinte et nous avons géré de la réduire par un certain pourcentage. Alors, cet outil a été mesuré qui a été développé pour mesurer notre empreinte carbone avec différentes initiatives de différentes générations. Et les hôpitaux peuvent se concentrer sur là où ils doivent
réduire leur empreinte, les émissions et qu'elles peuvent avoir sur un terme des émissions de gaz et des émissions de déchets aussi. Les exemples que l'on peut avoir, que je voudrais partager avec vous, concernant le travail, travaillant autre que le gouvernement, une adaptation, des actions d'adaptation. Et ça, c'est au Chili, en Patagonie, et qu'on est l'organisation nationale qui visait l'utilisation des gestions des forêts et pas seulement pour implanter des adaptations climatiques, des plans d'action climatique et aussi évaluer leur empreinte carbone. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils implantent des processus où ils travaillent pour, ensemble sur le changement climatique, l'atténuation et l'adaptation. Il y a d'autres centres aussi qui ont implanté différentes perspectives. Par exemple, la Clinica Biblica au Costa Rica, c'est un centre de santé. Ils ont un cadre méthodologique pour l'adaptation climatique. Ils travaillent avec le concept de matérialité. Euh, ils ont dit, on va vérifier, évaluer tous les standards, notre impact, et pour voir les matériaux qui peuvent avoir des impacts significatifs et des standards spécifiques pour le faire. Des standards, par exemple, pour évaluer l'empreinte carbone. Mais aussi, pour l'atténuation, c'est de comprendre que vous avez, c'est final, alors les risques pour les hôpitaux, alors les standards, les finances. Alors, la Clinica Biblica, l'hôpital, s'est attaqué à la question de l'adaptation et l'atténuation et de voir ces actions qui sont implantées. Regardez cet exemple, par exemple, à Bogota, en Colombie, qu'on a conduit ces activités urbaines et les jardins, et ce que l'on peut de quantifier et les émissions de CO2 et qui n'est pas dans ces... alors, ces centres urbains, si vous les avez vus dans un centre de santé, vous avez une communauté, une application communautaire pour voir aussi. Vous avez plus indépendant par rapport aux chaînes d'approvisionnement. Et ça peut être modifié avec les risques climatiques et ce que l'on peut voir dans le processus signifiant que vous pouvez laisser les gens savoir que vous pouvez manger local et que cette empreinte sera moins dérangeante dans la chaîne d'approvisionnement. Ça fonctionne pour les aliments organiques, mais aussi ça peut s'appliquer à d'autres produits, par exemple le plastique. Alors, ce centre de santé en Colombie travaille pour avoir des actions futures, un effort pour quantifier combien de panneaux solaires sont utilisés. Et cet exemple montre qu'on peut travailler sur des actions, comme nous le disions par Europe, hein, qui seront implantées alors que nous avançons, qu'on fait des progrès dans d'autres actions qui requièrent plus d'analyse de coûts-bénéfices, de faisabilité, etc. Et permettre de voir aussi, si vous menez cette analyse, par exemple, que les panneaux solaires qui vont réduire les émissions, plus indépendants de la grille d'électricité, de la capacité d'énergie. Et chacune de nouvelles actions peut être adressée par cette approche des centres de bénéfices d'adaptation et d'atténuation, ce que l'on voit la Clinica Meds au Chili, où ils ont travaillé sur la gestion de l'eau de façon durable. Ils ont travaillé sur l'utiliser des technologies pour sauver l'eau
pour réduire la consommation et protéger l'équipement, utilisant les jardins qui utilisent de petites quantités d'eau et d'avoir faire des campagnes pour amener une conscientisation, mais le détail, c'est qu'ils ne l'ont pas vu comme un produit d'atténuation. C'était vraiment une gestion durable des ressources. Et l'opportunité ici, c'est de voir comment ces actions peuvent aider, pas seulement dans le processus d'adaptation de l'hôpital, mais aussi dans les communautés, dans les infrastructures, contribuer à réduire l'utilisation de l'eau dans votre communauté, d'avoir des édifices plus résilients. Alors, pour aussi, en réduisant l'utilisation de l'eau, vous utilisez moins d'énergie pour amener l'eau à l'intérieur dans le système. Alors, les opportunités ici sont de regarder comment les actions sont déjà amenées pour avoir de l'adaptation et des facteurs, des bénéfices d'atténuation. C'est un autre exemple, je crois, qui est formidable. Et dans l'Institut Roosevelt à Colombie, où il travaille sur des jardins urbains, travaillant avec les patients, les incluant pour récolter leurs propres produits. Et il apporte des bénéfices, pas simplement pour la gestion de déchets ou de pertes, ils font du compost, mais aussi ça implique les patients. Et vraiment, quand on communique nos mesures d'adaptation, d'atténuation, nos efforts dans le système, c'est aussi une opportunité pour montrer que nous avons des actions qui peuvent avoir une adaptation et l'atténuation. Et c'est une opportunité pour comment nous le faisons, pas seulement ce que l'on fait. Et pour conclure, et pour reconnaître que le soin de santé, nous avons du travail avec plus de 2500 des institutions de santé à travers la région en Amérique latine. Et on voit que nous apprenons beaucoup de ce qui fonctionne en Colombie, en Chili. Et même si le contexte est différent, même si les circonstances sont différentes, il y a toujours des innovations, des processus pour avoir des conversations. C'est quelque chose qui fonctionne pour chaque établissement. Et nous avons aussi réalisé que quand il y a des régulations et des standards pour les édifices au niveau national, ou quand ils sont mandatés pour travailler sur des enjeux environnementaux, que les installations vont de l'avant plus rapidement pour réduire l'empreinte carbone ou implanter des mesures d'adaptation et d'atténuation dans leur infrastructure. Alors, c'est vraiment aussi pour comment ça connecte dans les règlements qui peuvent être appliqués pour leurs efforts. Et finalement, utiliser les espaces des départements ou les bureaux qui existent déjà à l'intérieur des facilités de santé, par exemple la gestion de déchets ou des ressources, des gestions de ressources ou des départements de... C'est très important de travailler avec eux parce que leurs activités peuvent inclure l'adaptation et l'atténuation et c'est très utile parce qu'on n'a pas besoin de commencer à zéro. Nous avons des équipes qui sont déjà en place et ils peuvent être formés, et ils peuvent aller en ligne et pour faire des changements climatiques, des adaptations et d'atténuation. Et maintenant, je vais me concentrer davantage sur les actions individuelles, ce que j'ai présenté jusqu'ici. C'est ce que l'on peut faire pour les centres de santé.
l'organisation pour développer les capacités et de comprendre que pour ces changements, pour que ces changements aient lieu dans les hôpitaux, les infirmières, les médecins doivent être des leaders et doivent entraîner et doivent savoir comment communiquer les questions importantes aux directeurs, aux officiels pour qu'il y ait des transformations aient lieu et en commençant dans les communautés et aussi, pourquoi pas, aller plus loin et aller plus loin que cela et dans les communications sur les changements. Et là, je termine ma présentation. Merci beaucoup, Fernando. Merci pour tout ce que ces explorations, ces examens de tout ce que vous avez, ce qui se passe en Amérique latine et aussi de voir qu'il y a aussi des solutions pour apporter des bénéfices et améliorer l'émission des gaz. Et c'est parfait comme vous avez montré alors, notre prochain participant va montrer comment engager les communautés, les leaders sur la mitigation. J'aimerais inviter le euh, docteur Miles va partager avec vous sa présentation et vous alors, quand vous serez prêt. Alors, merci beaucoup, Monsieur Miles Surgent. Alors, merci formidable pour l'ancien participant antérieur et c'est très stimulant et je suis content avec les médecins de docteurs au Canada et cela est essentiellement une étude de cas. Alors, ça, c'est notre étoile du Nord. Nous sommes en train de construire un système de santé qui aide les personnes et la planète. Je suis sûr que dans les études que nous avons publiées il y a un an et demi, comparons l'empreinte de carbone dans les différents systèmes de soins de santé. Alors, à gauche, c'est la Colombie-Britannique et on voit, c'est 50 kilogrammes par, et dans une maison d'accueil. Et aussi à la droite, c'est au Québec, c'est 2,3. Le Québec a le réseau la grille la plus développée. Jérôme, si on va voir l'aspect 3 et nous allons à droite, vous avez la barre et il y a quelques minutes, c'est quelques secondes, vous avez une barre, c'est la barre de fournissement. Nous devons voir nos hôpitaux. Nous avons fait cet article pour permettre, pour faciliter. C'est un hôpital de 200 lits. Il y a différentes initiatives et les fruits en orange sont des initiatives qui permettent de éliminer du gaz carbonique. Et de l'autre côté, vous avez le coût en dollars et en bas, c'est l'économie. Si vous voyez les 10 000 dollars, la plupart de ces choses permettent l'économie et on voit qu'ils sont écrits en bas. On a besoin de médicaments.
Vous êtes bienvenu pour aller chercher mes diapositives. Je pense que nous avons beaucoup d'expertise ici. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Il y a les questions liées à l'hôpital, le potentiel de réchauffement global qui il y a il y a aussi au Canada, il n'y a pas il y a dans plusieurs provinces. Alors, l'analyse du cycle de vie d'un masque inclut le potentiel de changement climatique. Et ça, c'est Maria dont nous avons eu la permission d'utiliser ses diapositives. C'est une artiste et elle fait de la recherche et elle a analysé tous les déchets et on voit combien de déchets il y a dans les hôpitaux. Alors, si vous prenez cela au niveau des hôpitaux, le premier point, c'est la question du leadership, la stratégie. Quelle est votre stratégie? Il y a différentes stratégies, il y a différentes façons de régler ces problèmes. Et ces personnes qui sont assez élevées dans la hiérarchie des hôpitaux. Prochaine diapositive, encore une fois, c'est la chaîne de fourniture. Je parle souvent de la comptabilité où on parle de l'hôpital. Et alors nous le passons. Ça, c'est un système brisé le plus grand, ce qui est important, c'est la mitigation. Alors, je vais voir un autre diapositive. Je vais parler de progression des ordinateurs avec les COVID et la destruction vous pouvez voir la destruction des nombres et pour que les produits arrivent au Canada, il y a un long trajet. Il y a plusieurs places où l'empreinte de carbone, les médicaments et les appareils. Il y a eu une analyse de la 22% était dû à la médicament et ce qu'on peut prescrire au Canada. Et on peut faire ce qu'il y a les projets. Chaque projet, je vais vous montrer un des projets. Quand nous avons vu le trajet d'un ordinateur, nous avons étudié de savoir quel est le déplacement d'une pilule dans trois universités. Ça a été publié il y a 6 mois. Et dans le journal de médecine, il y a plusieurs façons de faire sur le déplacement d'une pilule. Il y a des propriétés addictives et c'est aussi la, des fois c'est demandé souvent. C'est des 56 000 kilomètres pour arriver à Vancouver et pour arriver. Alors, dans l'hôpital où je travaille, le projet de polypharmacie, et tous il y avait 19 médicaments qui, il y a sur
mais 19 médicaments. Alors, nous avons vu quelles classes que nous pourrions améliorer. Et certains exemples étaient les héparines aussi, nous avons vu les médicaments pour la thrombose, le transport, la médecine virtuelle. Il y avait le transport dans les régions éloignées du Canada. Il y a des centaines de kilomètres pour avoir, par exemple, un examen. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire cela de façon virtuelle? Et cela fait notre système plus résilient parce qu'on ne doit pas attendre qu'on se rende à la clinique. Et alors passons maintenant à une médecine plus virtuelle. La prochaine diapositive, c'est les menus qui sont riches en plantes parce que la production de viande est plus endommageable. Aussi, la nourriture se déplace à 400 000 kilomètres. On ne peut pas. Nous avons des cultivateurs dans notre province. Et alors, pour une question d'économie de temps, je vais vous montrer à gauche les poissons et les légumes et c'est les brocolis et le fromage et le. Alors les systèmes naturels c'est mon sujet préféré. C'est les humains dans les hôpitaux qui regardent par la fenêtre, qui voient le. Alors, il y a des bénéfices dans les arbres. Nous avons des plantes dans les hôpitaux, par exemple l'hôpital de Hamilton dans notre ville. Et c'est aussi la ville la plus fraîche. Nous avons aussi des étudiants en médecine qui viennent planter et, ça c'est un groupe de deux ou trois plantes. Et il y a aussi les solutions de base pour la résilience en matière de chaleur. Et il y a beaucoup de bénéfices de planter des arbres. Alors, cela est un changement radical avec ce que nous disons. Où est-ce que vous voulez mourir et quand vous voulez mourir? Dans un hôpital? Qui veut mourir dans un hôpital, à la maison ou une maison de personnes âgées? Alors, si nous retournons au même graphique que je vous ai montré, et nous voyons sous une autre optique, on peut diminuer la barre dans les hôpitaux en matière de CO2 et ce que nous devons aussi diminuer notre dépendance dans les hôpitaux. Dans cette étude, comme partie de cette étude, c'est l'utilisation de systèmes d'hôpitaux. Ces graphiques peuvent montrer le bâton de hockey. Vous avez 90 à gauche et à droite, les pharmacies et aussi les dépenses de santé, en soins de santé. Tous ces points ont des liens directs avec les gaz de serre. Ça, c'est une analyse plus proche des journées dans les hôpitaux, alors que quand on vieillit au Canada, on devient de plus en plus malade et on va de plus en plus à l'hôpital. Mais c'est aussi parce que c'est les dernières années, si on voit les années, la mortalité, nous sommes arrivés, nous finissons par mourir et nous ne voulons pas mourir dans les hôpitaux. Qu'est-ce que cela a à voir avec la résilience?
la résilience, les systèmes, avoir un système résilient, il faut qu'il y ait un système qui s'occupe de tout le monde. Nous ne pouvons pas aller tous avoir l'euthanasie. Alors, dans le système, dans le contexte canadien, il y a 3 millions de personnes qui vont dans les hôpitaux qui attendent d'aller à la maison. Et ça, c'est 18% de nos 18% des, des, des lits. Et on ne peut pas attendre. Et là, il faut mieux d'attendre la mitigation et d'avoir que cela ne soit pas aussi dépendant. Alors, qu'est-ce que nous faisons avec cela? Nous avons ici des systèmes d'éducation. C'est les. Quels sont vos objectifs de santé? Et lorsque vous venez d'être relâché de l'hôpital, je passe maintenant au travail que nous faisons pour les soins primaires où en 2021, nous l'avons mis à jour pour à partir de 2018. Et lorsque nous parlons des soins de santé pour la fin de la vie, et avant que nous arrivons à l'hôpital, parce que de nouveau, il y a 80% de la personne veulent dormir à la maison et 50% finalement euh, arrivent à l'hôpital. Et aussi dans la prévention, c'est et je pense que on ne parlons pas de prévention, mais comment est-ce que nous pouvons éviter des maladies? Et dans un autre article que nous avons écrit sur les kilos par tonne, oui, il y a une empreinte de carbone, mais si cette empreinte vous évite beaucoup de nous avons besoin de voir sur ce qui sont peu utilisés. Nous faisons un très bon travail avec les vaccins et avec des tests de dépistage. Et alors, dans cet article, nous pouvons voir un nous voyons toutes les spécialités oui, si oui, il y a euh, une empreinte de carbone. Si on parle ici de carmologie, c'est les programmes de cessation de cigarettes et l'utilisation de tabac. Alors, nous pensons que le soutien de l'environnement et est lié aux soins, les excellents soins de santé des patients et le système résilient. Et c'est le dernier diapositive où comment est-ce que nous avons dans la coalition où vous pouvez entrer en contact. Et ça, c'est les soins primaires. Et nous vous remercions pour... Merci. Merci encore de m'avoir. Merci beaucoup. Et je sais que c'était vraiment très, très rapide parce que je sais que l'on fait beaucoup. Je recommande de voir sur leur site web et de jeter un coup d'œil ici sur ce qu'ils font. Et ils ont des formations, et ils ont bien des choses qu'on peut utiliser dans vos pays aussi. Et je vais maintenant
inviter notre prochaine conférencière, Laura Mann, qui est directrice de la durabilité des affaires corporatives et les partenariats chez AstraZeneca. Merci beaucoup, Laura. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Bonjour tout le monde. C'est bien d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom, c'est Laura Mann. Je parle aujourd'hui au nom d'AstraZeneca, qui font des collaborations formidables avec les initiatives de durabilité. Je veux partager d'une perspective de compagnie ce que l'on peut savoir. Et alors, on va avancer. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, peut-être pour jeter un coup d'œil, euh, AstraZeneca, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, nous sommes une multinationale de biopharmaceutique et très menée par l'innovation et la science. On a trois endroits de thérapie. Peut-être qu'on est plus connu pour les vaccins et de la COVID, ce que l'on a amené. On a livré des millions de doses de vaccins sans profit, l'oncologie, le biopharmaceutique. euh, et vraiment, on veut avoir à travers le monde, avec 90 000 employés, voilà, quelque chose que AstraZeneca est aussi connu, ce qui nous rend très fiers, c'est notre engagement à la durabilité et pour avoir engagé pour la santé des gens à travers le monde et dans la société, sur la planète. Et encore une fois, le contexte est clair. Il y a eu plusieurs présentations avant celle-ci, mais peut-être dire quelques faits saillants de notre perspective. La raison pour laquelle on se base sur la durabilité, parce que comme biopharmaceutique, nous reconnaissons la crise climatique qui empire le poids de la maladie et des infections. Nous savons aussi que, particulièrement de post-pandémie, que les systèmes de santé sont de plus en plus en difficulté de composer avec les demandes d'une population vieillissante et également que ça va être des changements à travers le monde. Et nous savons aussi, ce qui est très important, qu'il y a beaucoup des iniquités à travers le monde en termes des pays qui ont des grands revenus, des petits revenus pour les pays en développement. Et alors, sur les détections de maladies, et 80% des morts prématurées de maladies cliniques pourraient être prévenues. Et nous croyons aussi que les gens en santé sont au cœur d'une société, d'une économie en santé, et qu'il y a vraiment un fardeau de milliards de dollars. Alors, avec d'améliorer la santé. C'est bon pour les vies des gens et aussi pour les productivités économiques. Ah, ça, c'est le contexte. Voilà pourquoi ce sujet est tellement important pour nous chez AstraZeneca. Euh, Notre stratégie de durabilité, rapidement, nous sommes comment nous pouvons avoir un impact positif sur le monde autour de nous et pour intégrer l'approche de l'équité et de la résilience de santé, mais en même temps, on veut avoir une entreprise qui est soutenable pour que dans 40 ans, nous soyons encore à continuer de découvrir et de développer et d'assurer l'accès pour des médicaments pour des patients à travers le monde. Nous voyons cela comme une façon intégrée et interreliée et l'impact que l'on a pour avoir une entreprise soutenable. Et quelques exemples de ce que l'on fait comme compagnie. Alors, nous avons 1 milliard de dollars d'engagement pour accélérer la livraison de l'empreinte zéro. Nous enlevons de décarbonisation à travers le monde. Nous menons aussi en sciences durables comment avoir les prochaines cibles et des façons les plus environnementales possibles. L'équité de santé aussi, on sait qu'on peut faire tout ce que l'on peut dans, dans notre propre site comme entreprise, mais la chaîne de valeur de l'empreinte, c'est aussi significatif. Nous prenons dans la question d'équité de santé, reconnaître que
les problèmes de réchauffement climatique et que ce soit plus équitable pour disponible pour plus de gens dans le monde. Et nous avons aussi un partenariat clé avec qui vise à renforcer les systèmes de santé alors qu'ils ne s'effondrent pas, comme plusieurs l'ont fait pendant la pandémie, la COVID-19. Alors, le génomique et des activités économiques et ce programme de résilience. D'accord. Quelques exemples de notre impact et de nos collaborations. Une, c'est vraiment très important et c'est au cœur de notre entreprise, c'est les soins de respiratoires pour décarboniser. Et chez AstraZeneca, c'est un facteur clé des endroits de médecine où on se spécialise et c'est pour l'inhalation. Mais nous avons aussi que ça arrive, que c'est parfois limité de 0,4 que l'on peut décarboniser et pour avoir pour l'asthme et, euh, et nous avons pour le COPD. Alors, nous avons investi presque un demi-milliard de dollars pour avoir une transition pour les prochaines générations de portfolios et que l'on puisse avoir probablement pour avoir presque zéro de potentiel de réchauffement climatique. Alors, c'est le premier médicament qui est approuvé, recommandé au Royaume-Uni et en Europe et d'avoir développé des médicaments plus soutenables parce que l'on pousse les problèmes respiratoires et ils ont besoin d'avoir accès aux médicaments et qui ont amélioré, qui ont un impact positif sur l'environnement. En même moment, nous reconnaissons aussi que nous pouvons avoir un impact très fort, pas à l'intérieur de la compagnie, mais avec nos partenaires, nos pairs, que l'on puisse avoir dans un écosystème. Et c'est pourquoi notre président-chef de direction a, a fait une coalition pour avoir des marchés durables qui est qui a été lancé par le roi Charles III à la COP 26. Alors, on a 15 membres à tous les niveaux et ils sont tous engagés d'accélérer la livraison du système de zéro net, de carbonisation des chaînes d'approvisionnement, de carbonisation des soins de patients et de recherche clinique et aussi d'avoir un lobbying. C'est aussi une initiative formidable où on reconnaît qu'on peut faire davantage quand on est ensemble et qu'on peut collaborer avec d'autres, avec l'Organisation mondiale de la santé et que l'on puisse avoir. Alors, pour vous dire pourquoi cette collaboration a vraiment s'est concentrée, alors nous avons fait de recherche et nous avons cartographié l'empreinte carbonique et nous avons près de 50 des émissions des fabrications de médicaments. Et les recherches et développement, c'est 5 mais l'utilisation des médicaments par les patients, et comme dans la présentation précédente, ce que l'on puisse voir, pour voir que ce que l'on peut savoir des voitures, des hôpitaux, les émissions carboniques, et rien pour changer nos méthodes. Alors, quand on regarde tout cela, c'est une diapositive très chargée, mais pour parler de nos chaînes d'approvisionnement, pour les amener à avoir des solutions pour avoir, de venir ensemble, de faire une approche conjointe avec que l'on puisse créer des ententes renouvelables avec la Chine, par exemple, qu'on va étendre, et avec toutes les compagnies de façon, une charge très significative pour les différentes plateformes et les compagnies à l'intérieur et à l'extérieur du système de santé pour avoir accès à des pouvoirs, des énergies renouvelables. Quand ça arrive sur des lignes directrices pour les soins de patients pour mesurer et réduire les émissions pour la livraison du début à la fin et d'avoir réduire l'empreinte des produits pour et qui est excitant aussi,
c'est qu'on aime avec les universités, je vais en parler dans un moment, mais aussi des collègues qui travaillent avec la communauté pour comment décarboniser les soins de santé, les soins cliniques, et que l'on puisse travailler avec les villes et les réseaux, quand on peut s'adapter à ces défis de changement climatique avec des recommandations clés. Alors, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup que l'on a fait dans les 4 dernières années. On est vraiment fiers de cela. L'éducation, les initiatives d'éducation, où nous sommes particulièrement fiers, c'est, c'est avec le travail avec les universités de Glasgow, de Colombie, et nous faisons de l'éducation pour lancer un réseau dans les universités de l'année passée où les écoles de médecine ont d'éducation et les programmes de médecine et aussi depuis que nous avons développé cela, et nous avons rencontré l'appui et qui ont permis de faire cela. Et nous cherchons à faire cela 10 000 vers 2027 et cela aussi dans les autres universités. Nous invitons les autres universités européennes de faire cela. Et finalement, j'ai mentionné dans ma présentation, ça c'est ma dernière diapositive, c'est aussi le partenariat que nous pourrons faire avec ce système de marqué dont j'ai parlé. C'est c'est la résilience du système de santé en ce qui concerne les futures crises. AstraZeneca vont développer euh, des politiques de recherche et de recherche universitaire. C'est des politiques qui ont basé sur des recommandations dans les pays, surtout, deviennent de plus en plus résilients et à long terme. Et on peut voir aussi, il y a des changements de politique, c'est de développer ça, c'est voir comment est-ce que cela va développer les secteurs Alors, voilà, ça c'est des exemples clairs de comment est-ce que nous sommes engagés à développer avec plus loin que les règlements de notre compagnie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura, pour cette présentation. Et, et on sait que le marché soutenable, c'est de pouvoir qu'il y ait une collaboration entre l'entreprise privée. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui sont très impressionnés par le développement de la compagnie AstraZeneca. Avant que nous allions à la période de discussion, j'aimerais que nous écoutions pouvoir partager avec tous les participants sur l'initiative qui pourrait être la prochaine et cela va être très rapide et nous pourrons aller à la discussion finale. Alors, merci beaucoup, Monsieur Reda. Satki, je suis Reda Satki de la Fondation de Genève. Je vais essayer vous montrer de faire un résumé de 3 opportunités qui viennent de ce cours. C'est le certificat de personne de pair et à travers le monde, il y a 400 organisations. Simplement pour vous montrer un exemple, c'est de pour comment est-ce qu'on peut avoir des personnes qui étudient. Nous avons 70 000 en Afrique, en Asie, et vous voyez la courbe de participation est augmentée aussi en juillet. Nous avons demandé la question suivante, et cela c'est un exemple
Et c'est comment est-ce que la perception sur que le climat est un danger, est un risque. C'est un complet de certification et vous pouvez le trouver dans les liens qui se trouvent ici. Alors, peut-être je ne serai pas capable de le faire. Vous pouvez le trouver dans Learning Foundation. Ça, c'est un programme complet. Je vais vous parler de la. OK. C'est d'apprendre comment changer le climat. Et nous allons commencer lundi. Vous pouvez vous engager plus tard et vous allez, si vous allez partager vos expériences, mais aussi vous êtes invité à partager vos observations et quels sont les impacts de le changement. Et ces programmes est plus qu'un programme d'un cours et c'est de transformer vos expériences et vos idées et vos motivations, votre engagement dans l'action. La partie centrale du programme, c'est un accélérateur d'impact et pour partager les connaissances et les réseaux, tout ce que vous avez pour pouvoir travailler avec d'autres personnes, avec des milliers de personnes et pour pouvoir faire cela et faire les étapes nécessaires. Et la deuxième opportunité, c'est apprendre à communiquer, c'est de répondre aux questions selon votre propre question et d'avoir des réactions des personnes qui sont en première ligne de la lutte. Et c'est aussi des personnes comme individus avec des dialogues et il y a toutes sortes de questions que les personnes peuvent connaître ou des contextes qui peuvent être très différents et aussi de construire votre réseau. Alors, malheureusement, je ne suis pas capable de partager, mais je pense que cela a été partagé avec tout le monde. Dans le cours, il y a aussi cela aide pour comment on peut, dans Teach a Reach, et de voir les organisations qui ont des pays qui ont des revenus très faibles et voir comment est-ce que le Nord et le Sud peuvent travailler beaucoup. Ça, c'est le partage d'égal à égal avec des. Et je vais partager avec le code QR et c'est très différent de la transmission. C'est vraiment le complément parfait lorsque vous avez une connaissance pour pouvoir partager avec vos pairs et vous pouvez entrer en contact avec nous et les personnes qui ont, vous avez aussi une radio. Je vais m'arrêter ici et j'aimerais remercier le groupe et tous les partenaires de m'avoir donné cette opportunité. Merci beaucoup, Reda, et merci pour votre initiative et partager avec les participants. Je pense que vous devriez partager vos connaissances et de pouvoir partager vos connaissances. Alors, je vais faire des questions à chacun de vous. Nous sommes en train de arriver à la fin de notre dernier message. Alors, j'ai une question. Comment est-ce qu'on peut combiner les, la croissance des besoins de collecter l'eau de pluie et comment est-ce qu'on peut changer l'architecture de ces systèmes? Comment est-ce que, qu'est-ce qui serait les recommandables pour ces structures? Une, je pense, par exemple, c'est de nouveaux hôpitaux et les,
Alors, merci beaucoup. Je vais commencer par la seconde question. Les petits hôpitaux le système va être révisé avec l'organisation américaine et particulièrement la nouvelle édition sur la liste de vérification pour les hôpitaux et afin de réussir cette adaptation et cette mitigation de changement climatique et c'est lié à la. Alors, je vais passer à la seconde question sur l'architecture traditionnelle. Est-ce qu'il est vrai que il y a, par exemple, les édifices en République dominicaine, l'architecture traditionnelle, c'est la, la, la forme de la toiture et sont très adaptés au changement climatique, mais le fait qu'ils ont des tuiles vulnérables, par exemple Sainte-Lucia, mais l'architecture, c'est des édifices en bois et vulnérables aux éléments dans les conditions tropicales. Et il y a beaucoup d'architecture traditionnelle présentent des problèmes. euh, alors, il faut se référer à des technologies modernes pour développer l'architecture moderne. Alors, Fernando, est-ce que vous voulez? Oui, j'aimerais ajouter, si je peux le faire en espagnol, je pense qu'en Amérique latine et dans les Caraïbes, nous avons besoin de comprendre, il y a déjà des processus d'adaptation en place dans plusieurs régions, plusieurs communautés. Et il est important de souligner le fait qu'ils sont déjà en place et de voir comment est-ce que nous pouvons apporter des innovations à partir des recherches des universités. Mais nous devons aller avec un esprit ouvert avec les gouvernements et les institutions, pas simplement sur la question des structures, mais aussi sur les capacités de construction. Et une autre chose que j'aimerais souligner, c'est il y a des pays qui ont des normes de construction. Par exemple, au Chili, ils ont des normes et des directives. Et il faudrait voir si ces normes s'appliquent à nous et aussi en Colombie ou à Cuba. Alors, vous avez l'opportunité d'analyser les normes dans ces pays pour voir des adaptations à nos pays. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer. Si vous avez des questions en ce qui concerne les solutions, est-ce que la présentation sur cela, est-ce que cela attire des insectes ou des rongeurs dans les installations? Quel exemple que vous avez de suffisance pour peuvent être appliqués? Oui, je vais répondre à cela. Je partageais avec vous cela en anglais. Bien sûr, il y a, il y a des mauvaises adaptations de résultats. Alors, il est très important de voir des spécialistes quelles sont la végétation qui sont les meilleures pour la région. Tenter d'inclure la végétation, mais c'est important d'avoir la capacité de la maintenance de ce jardin
urbain. Alors, comment vous allez prendre soin des pestes, des rongeurs, des insectes pour voir les options qui sont naturelles ou organiques pour composer avec en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il y a des façons naturelles qu'on a identifiées pour cela. Et quelle était la deuxième question? C'est au sujet de les exemples basés sur la nature peuvent être appliqués aux hôpitaux. Vous avez, vous pouvez avoir ce qu'on a une architecture interne, vous pouvez voir une nature spécifique, une végétation que l'on a à l'intérieur de l'hôpital, considérant le niveau de la forme, puis identifier si le meilleur endroit pour inclure ce type de végétation. Bien sûr, il y a des endroits où vous ne pouvez pas avoir ce type de végétation. Il y a des endroits qui sont mieux et à l'externe, à l'extérieur des facilités, vous avez des jardins urbains comme je présentais et vous pouvez voir aussi des activités récréationnelles. Il y a plusieurs exemples que les centres de santé travaillent avec les communautés et avec les gouvernements locaux que l'on puisse avoir pour avoir ces bénéfices de médication et d'atténuation. Merci. Merci. Si je peux intervenir là-dessus de notre perspective nordique au Canada, oui, on a des insectes au Canada, mais nous avons eu des gens qui étaient préoccupés par des abeilles, mais les abeilles au Canada ne sont pas très agressives. On doit réassurer les gens. Et en termes de ce que vous pouvez apporter à un hôpital, si vous regardez les sites web là-dessus, sur des solutions naturelles pour les villes, et ce sera la même chose pour les hôpitaux. Il faut avoir des routes vertes, planter des arbres, les jardins avec des fleurs et du gazon. Et idéalement, vous avez un paysage, un architecte paysager impliqué pour relever les défis dont vous parlez. Et parfois, vous ne l'avez pas. Ce que vous devez faire, c'est rester avec des espèces natives et qui sont dans la zone où vous restez, ne pas amener des espèces envahissantes. Merci. J'ai une question qui peut être pour vous, Miles et Laura. Est-ce que ces ensembles sont étudiés pour que ce soit plus durable? C'est facile. Oui, alors, je pense que un bel exemple de cela est, on peut voir chez AstraZeneca, c'est un pivot de ce que l'on appelle l'information de produits électroniques. Quand vous avez dans euh, il y a un pamphlet, la plupart des gens ne lisent pas. Le texte est écrit petit, et ce n'est pas souvent utilisé, mais peut sauver pas seulement des tonnes de papier, tout le papier que peut sauver, qu'elle va avoir, mais peut avoir des médecins, des médicaments pour les patients plus rapidement, de façon plus soutenable. Et ce, en ligne, de façon électronique. Là, vous avez un code sécuritaire sur vos médicaments, vous pouvez le scanner. L'information peut être rendue disponible en temps réel dans différentes langues. Il y a une mise à jour de sécurité que l'on puisse faire pour les patients au sujet des médicaments en temps réel. Et à cause de cela, nous savons qu'à travers le monde, que l'on puisse avoir à Singapour, c'est 3 mois plus tôt pour les patients, juste dans l'été, que ce puisse se faire en ligne. Ça veut dire que peut-être si vous êtes un patient plus âgé, vous n'avez peut-être pas accès, d'avoir accès à l'imprimante et on aide les pharmaciens aussi pour sauver du papier, de l'argent, du temps et rendre les médicaments accessibles plus rapidement aux patients. Est-ce que l'on peut voir si on peut travailler ensemble et qu'on puisse voir comme un projet pilote de certains types de d'approche externe de l'emballage de médicaments, ce que l'on peut faire. Alors, peu importe
toutes sortes de choses que les gens recyclent. Maintenant, c'est une habitude. Est-ce qu'on peut faire ça avec des éléments de médecine et qui peut avoir un problème dans l'écosystème de santé? Formidable. Et je suis curieux, Laura, est-ce que... Oui, c'est beau? Oui, merci. Oui, Laura. Est-ce que vous êtes disponible plus tard? Est-ce qu'on peut se parler? Ben oui, il n'y a pas de problème. Tu peux m'appeler. Alors, ce serait bien d'être en partenariat avec les autorités canadiennes. Alors, quelques éléments ici. Je sais qu'ici, que quelqu'un fait un projet au Canada sur l'utilisation des bouteilles de verre et que ça pourrait être très bien plutôt que le plastique. Si vous pensez à tout le plastique que l'on utilise à travers le monde, tant qu'avec des médicaments euh, prescrits ou non, je pense du gaspillage de médicaments, on peut faire mieux de ce côté-là comme médecin. Je pourrais utiliser des tablettes de fer que l'on puisse avoir 2 ou 3 fois par jour pour certaines personnes. Et on l'a vu, plutôt, des effets gastro-intestinaux. Mais on voit maintenant que l'on peut avoir presque aussi bien, alors les prendre une fois par jour ou à tous les 2 jours et penser au gaspillage que l'on éviterait si on le faisait de cette façon-là. Et une autre remarque sur le côté de gaspillage, c'est que ce que l'on a fait à l'intérieur des hôpitaux, je parle du Canada, quelqu'un vient un hôpital au Canada a besoin d'un inhalateur pour un problème d'asthme, ils vont avoir un, inhal- un inhalateur et ce que on peut savoir dans le département d'urgence, ils en ont à nouveau lorsqu'ils vont dans une chambre. Alors, il a peut-être utilisé seulement 5 vaporisations et pour avoir des soins à long terme, des CHSLD, les médicaments ne suivent pas nécessairement le patient. On tente de faire quelque chose là-dessus au Canada. Formidable. Merci beaucoup. Alors, on aura bientôt des solutions de ces enjeux. Et j'aimerais vous remercier, chacun d'entre vous. Et je vais conclure cette session. J'aimerais partager des chiffres de nos participants. Alors, alors dans ce cours, nous avons eu 2700 inscriptions et nous avons 824 personnes dans notre groupe WhatsApp. Et continuer ce groupe WhatsApp parce qu'on puisse partager avec vous des initiatives futures. Et nous avons des participants dans ce cours, au moins 1689 qui ont regardé au moins une session. Alors, c'est vraiment un chiffre impressionnant et nous voudrions remercier chacun d'entre vous. Euh, et quand nous alors qu'on arrive à la fin de ces 11 sessions, je voudrais exprimer ma reconnaissance pour tous les conférenciers, les modérateurs, les participants, nos partenaires de Santé Canada, le Centre PAO et l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé du Brésil, euh, et les universités. Nous avons discuté ici comment prioriser les actions qui permettent d'avoir des communautés plus sécuritaires et comment appliquer des guides pour promouvoir l'équité, l'inclusion et comment avoir des partenariats, que ce sera complété rapidement avec AstraZeneca et les coalitions. Et alors, ce cours était préparer plusieurs d'entre vous pour amener ces leçons et pour amener ces leçons dans un forum global. Nous sommes prêts et tout ce que vous apprenez ici, qu'on a discuté ici, sera fondamental pour être discuté à la COP et pour pouvoir et faire avoir une adaptation globale et de nouvelles ententes qui vont inclure la santé comme un secteur et aussi les indicateurs de santé. Et nous devons aller dans ce sens-là. Et j'aimerais vous remercier, tout le monde,
pour votre engagement, pour les connaissances que vous avez partagées et le travail que l'on fait ensemble. Et j'aimerais rappeler à tout le monde que la résilience est plus qu'une question de système. Les gens qui sont impliqués. Alors, vous jouez un rôle vital dans amener au centre de l'action climatique dans les Amériques. Alors, merci beaucoup et on vous revoit dans une autre initiative. Merci.